Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 44 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Avec moi aujourd'hui, il y a Tom tout d'abord. Ça va Tom? Salut Ben, ça va et toi? Et ça va, très bien. Et Pierre, ça va Pierre? Salut Ben, salut tout le monde, salut Tom. Yep, Pierrot. Alors cette semaine, on va parler de deux sujets. Alors un sujet sur les Hornets, une des déceptions de cette année. On les attendait en play-off. Ils y sont pas, on va essayer de comprendre pourquoi. Et ensuite, on va parler d'une actu chaude en ce moment. C'est suite au match de ce samedi dans la nuit de samedi à dimanche pour nous Français. C'est l'échec de ce rendez-vous du samedi soir qui est censé être la grande messe du basket toutes les semaines pendant ces mois de février, mars, avril. Et pour l'instant, c'est des échecs. Les Cavs ont décidé de faire reposer LeBron, Kyrie et Kevin Love. Du coup, c'est une petite polémique en NBA. On va essayer de débattre autour de cette question et savoir si c'est normal. En Fantasy League aussi. En Fantasy League aussi. Les sanctions que devraient mettre en place la NBA et tout. C'est vrai que ça fait très mal en Fantasy League, surtout quand c'est en période de playoff. Tu vois, c'est le mauvais moment pour reposer les mecs. Ouais, tu peux perdre un match là-dessus. Hein. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, à vous abonner à notre chaîne YouTube parce qu'il va y avoir du contenu cette semaine. Alan va faire avec moi sûrement, et on ne sait pas qui encore, un épisode, des petites séquences sur la March Madness. Vu que c'est l'expert NCAA, on va parler avec lui un peu de la March Madness. Vous trouverez ça en exclusivité sur notre chaîne YouTube. D'ailleurs, on va vous demander un petit service, chers auditeurs. On a besoin de vous. La plupart d'entre vous, je pense, ont déjà entendu parler de ça. C'est le questionnaire qu'on a mis en place. Vous le retrouvez sur le site, sur l'onglet podcast ou sur les réseaux sociaux. En fait, on a mis en place un questionnaire pas très long, 10 questions, où en fait, c'est pour mieux vous connaître et pour nous aider à nous améliorer. Comme ça, on a déjà pu voir quelques pôles sur lesquels on devra s'améliorer. Enfin, quelques. Tom en a pas. Alan et Pierre, vous en avez quelques-uns. Moi, j'en ai à peu près une 60aine, je pense. À vue de nez. Donc non, je fais exploser dans les commentaires, bref. Donc n'hésitez pas à répondre à ça, on a déjà une petite 50aine de réponses, mais plus on a de réponses à ce questionnaire, mieux ça nous aidera à cerner notre audimat. Voilà, j'en ai fini pour mon intro, et après la pause, on commence sur les Hornets. Petite nouveauté dans cette séquence, on va faire un flashback d'il y a quelques mois, c'est durant nos previews de la conférence Est, donc ça date du mois d'octobre. Petite séquence, 1 minute 30, c'est ce qu'on a dit il y a 6 mois sur les Hornets. Charlotte, ensuite, qui est la dernière équipe, 8e dans le classement, et que toi Tom, tu es en 6, tu es le plus grand believer en Charlotte que tu m'as dit, extrêmement sous-coté. Ouais. Pourquoi ? Alors, les Hornets, franchement, l'an dernier, c'est l'une des seules équipes qui était dans le top 10 des deux ratings, que ce soit offensif et défensif. C'est l'équipe qui était l'une des équipes qui perdait le moins de ballons en pourcentage. Donc, c'était une équipe assez sûre. Le retour d'MKG va être énorme pour cette équipe-là. On peut pas dire qu'ils perdent, on peut dire mais ils perdent pas tant que ça, quoi, parce que ils ont joué une demi-saison avec PJ Austin dans le 5. Ils ont joué la deuxième. Vous rigolez les gars, mais c'est vrai. Ils ont joué une demi-saison avec PJ Austin dans le 5. Après ils ont eu Lee qui est arrivé et qui est reparti à New York là malheureusement. Mais on se rend pas compte de ce que l'équipe a fait l'an dernier, quoi. Avant le All-Star Game, ils étaient à peu près 9e, 10e et ils finissent à 60% de victoire à la 3e place ex-aequo, c'est énorme. Steve Clifford. Clifford, il est vraiment... S'il était dans un gros marché, on en parlerait bien plus. Mettez de l'argent pour coach de l'année. Enfin, peut-être, je sais pas. Hein, ils seront peut-être pas assez hauts pour qu'il soit coach de l'année. Ouais, mais si surperforme, lui, on n'en parle jamais, hein, Steve Clifford. Hein, mais jamais. C'est fort l'année dernière. Alors voilà, ça c'est ce qu'on pensait des Hornets il y a 6 mois. Depuis, c'est un peu la catastrophe. Les Hornets, pratiquement sûrs, ils vont pas aller en play-off. Enfin, ce serait vraiment un cataclysme s'ils y arrivent. Et du coup, Tom, je vais commencer par toi parce que tu es celui qu'on entend principalement dans cette séquence, même si je tiens à préciser que j'étais plutôt d'accord avec toi. Qu'est-ce qui fait que les Hornets, c'est un peu un des échecs à l'Est cette saison? Le truc, c'est que les Hornets, on peut pas... Leur saison est décevante, mais c'est un petit peu contre leur volonté. C'est une équipe qui fonctionnait plutôt bien au début de saison, qui avait une bonne défense, une attaque plutôt correcte, qui était dans les bonnes équipes, quoi. Quand tu vois
leur meilleur five-man line-up, là, comme on dit. Donc on va prendre le line-up classique avec Nicolas Batum, Michael Kidd-Gilchrist, Kemba Walker, Marvin Williams et Cody Zeller. Ils ont un net rating de 8.6. Donc c'est quand même pour 602 minutes jouées ensemble. Donc c'est quand même quelque chose de sérieux, quoi. Ils ont un defensive rating de 99.3 sur 100 possessions et un offensive rating de 107.9, ce groupe-là. Donc tu te rends compte que c'est un groupe qui tient bien, sauf qu'il y a eu la blessure de Cody Zeller et il a tout s'est enchaîné parce que c'est un joueur qui est hyper important dans leur système. Et il faut aussi dire que Kemba Walker avait commencé l'année sur les chapeaux de roue. D'accord avec ça, Pierre, parce que je parlerai en dernier, mais je trouve que l'excuse des blessures est certes recevable, mais peut-être un peu facile dans le cas des Hornets. En fait, la blessure de Zeller, je pense que ça a été l'élément déclencheur qui a mis en avant toutes les faiblesses qu'il y avait autour, en fait. Ils étaient très hauts au début de saison, comme tu as dit, Tom, et parce que Walker était énorme. Et puis, avec la blessure de Zeller, tout tourne moins bien, c'est plus difficile, et l'équipe, elle a sombré, quoi, complètement. Et puis, vu ce qu'il y a derrière sur le banc, derrière Zeller et derrière les autres joueurs, si tu as une ou deux blessures, ça devient très vite compliqué. Et c'est peut-être ça aussi c'est peut-être pas les blessures qu'aurait dû les mettre dedans, parce qu'ils ont eu des grosses blessures, mais vu ce qu'il y a derrière sur le banc, c'est très compliqué de les pallier, quoi. Oui, vas-y, Tom. C'est une équipe, en fait, qui est très très courte, en fait. C'est une équipe qui a pas de, si tu veux, des rotations sont très très limitées, il n'y a pas vraiment de profondeur. Et il suffit qu'un joueur soit en deçà de son niveau et toute l'équipe est en rire. Regarde, on parle du cas Zeller. Il a manqué 17 matchs, c'est 14 défaites et 3 victoires. C'est quand même, c'est pas, voilà quoi. J'avais quelque chose qui se rapproche, c'est en janvier-février, c'est 26 matchs joués pour les Hornets, seulement 7 victoires sur la période. Quand Zeller est là, sur les 26 matchs, il a été là 8 fois, c'est 4 victoires en fait. 50% quand il est là, et 26 matchs, 7 victoires, ça doit être quoi? Je suis mauvais en maths, mais c'est même pas du 25% quoi, quand il est pas là, donc c'est assez catastrophique. Après, je tiens à dire que pour moi, c'est bien facile les blessures, mais il suffit de regarder le classement à l'Est. Les Cavs ont perdu J.R. Smith, Kevin Love pendant une partie de la saison. Les Celtics ont dû passer 20 matchs sans Bradley, une dizaine sans Horford. Les Raptors ont perdu Laurie. Tout le monde a des blessures. Mais pour moi, les blessures, ça met plutôt en exergue les problèmes dans l'équipe. En l'occurrence, les problèmes dans l'équipe, ils sont très nombreux et je pense qu'on les a sous-estimés. De un, c'est la profondeur, c'est clair. Derrière Zeller, il y a personne et c'est pas l'arrivée de Plumlee qui change grand chose après. On l'a pas vu. On lui accorde le bénéfice du doute. On l'a pas vu tant que ça, mais il a rien prouvé dans sa carrière pour montrer que c'était un mec qui allait changer les choses. Il y a aussi le fait que cette équipe, pour moi, ça va être un peu difficile à expliquer comme concept, mais pour moi, c'est une des victimes de la prise de pouvoir de l'attaque, parce que comme on l'a dit, en fait, cette année, c'est une année où au niveau des ratings offensifs et défensifs, ça se voit particulièrement, l'attaque a pris le pas. Et le problème, c'est que quand on analyse l'offensive rating des Hornets, alors que globalement dans la ligue, tout le monde a augmenté, eux, ils sont en gros au même stade entre l'année dernière et cette année. Et du coup, ils n'ont pas une attaque qui a su hausser le niveau. Et pour moi, ça explique aussi en partie le fait qu'ils soient où ils sont actuellement, c'est-à-dire c'est pas une équipe de play-off. Parce que les blessures, certes, oui, mais il n'y a pas que ça aussi. Il y a aussi la Kemba dépendance, mais on y reviendra à ça. Je pense. T'as parfaitement bien résumé leur situation. Alors oui, ils ont fait des mouvements avec les départs de Roy Hibbert et de Spencer Hawes pour récupérer Plumlee. On n'en avait pas parlé de ce trade, mais il est dégoûtant. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, moi, je peux comprendre ce qu'ils se sont dit. Zeller n'était pas là. Ils avaient besoin d'un gars qui était capable de défendre sur pick and roll et d'être une menace de défendre sur le pick and roll adverse et d'être une menace sur pick and roll. En fait, ils voulaient utiliser Plumlee comme ils utilisent Zeller, quoi. Parce qu'ils avaient ils ont rien comme intérieur de ce profil-là. Et du coup, sur les pick and roll, rollman, on se rend compte que Plumlee, il est quand même à 1,22 points par possession quand il joue un pick and roll rollman. Donc c'est quand même très intéressant. Par contre,
de l'autre côté du terrain, c'est pas ça du tout quand il est là, parce qu'il a un net rating de moins 17 en 67 minutes de temps de jeu. Non, mais c'est catastrophique. Et juste pour rappel, son contrat, il court jusqu'à 2019-2020. Alors certes, 12 millions avec le nouveau cap, on m'expliquera que c'est peu, mais pour moi, c'est trop pour un joueur comme de son niveau. Il n'empêche que du coup, une des satisfactions de l'année côté Hornets, je vais apprendre à être positif parce qu'on me l'a fait noter que j'étais trop négatif dans le podcast. Une des satisfactions du coup, Pierre, c'est plutôt Cody Zeller que j'ai écouté dans le prolongement. C'était dans le prolongement de l'extrait sur Charlotte qu'on a passé en début de séquence. Là, on était plutôt négatif, ouais, très très sceptique. Oui. Et ben, oui, je pense qu'il a prouvé que c'était un pivot NBA. Bah, il a prouvé qu'il pouvait être titulaire, pas un titulaire en puissance à surdominer, mais un bon titulaire, quoi, et qu'il apportait vraiment à cette équipe et qui était important. Quand il est blessé, de toute façon, Charlotte perd. Donc à partir de là, tu sais que tu es indispensable à l'équipe. Et puis oui, il est assez intéressant. Il est assez intéressant. Mais je trouve ça quand même encore light, quoi. Il leur faudrait autre chose à côté, quoi. Ouais, moi je trouve que c'est un titulaire, moi je trouve que c'est un titulaire plutôt solide. Enfin, il est dans le move des pivots modernes, quoi. Enfin, c'est pas un grand protecteur de cercle. Il a les capacités athlétiques pour l'être, peut-être qu'il a pas encore l'intelligence défensive pour mais il est solide, hein. Mais il est solide, quoi, c'est un titulaire solide. Et puis quand tu regardes même offensivement quand il est sur le terrain, c'est le joueur qui est, enfin, au screen assist, il est 3e de la ligue, derrière de mémoire Marcin Gortat et Rudy Gobert. Et Gobert. Non, mais offensivement, moi, c'est où il m'a peut-être plus surpris. Je ne pensais pas à ce niveau-là tout de suite. Et il est très intéressant en attaque pour eux, quoi. Après, c'est sûr que défensivement, quand tu as Marvin Williams à côté, il faut être très fort, quoi. Et c'est pas le rôle de Zeller. Enfin, c'est pas que c'est pas son rôle, mais c'est pas le type de joueur qui est capable de boucler une raquette à lui tout seul en défense, quoi. Voilà. Et du coup, il était obligé, enfin, mais d'ailleurs, même les line-up avec Kaminsky, c'est plus compliqué, tu vois. Et puis après, une autre petite déception de mon côté Charlotte, même si j'aime beaucoup le joueur, MKG, enfin, j'ai l'impression qu'il stagne et c'est pas là où je l'attends, en fait. Je l'attends plus que ça, quoi. Il stagne gravement, quoi. Enfin, c'est l'année dernière où il joue 7 ou 8 matchs parce qu'il se blesse, il revient, il se blesse. Ouais. Sur les 7 ou 8 matchs, il shoot externe. Donc là, pour moi, c'était la révélation, c'était exceptionnel. Et là, cette année, je sais pas, enfin, je veux pas abandonner parce que j'adore, enfin, je kiffe ce joueur, mais il stagne vraiment, quoi. Et vu que c'est la pierre angulaire de leur défense, c'est aussi ça un des problèmes. C'est leur défense, elle a explosé plus d'une fois en début d'année. Parce que tu peux pas tenir la route, en fait, avec des joueurs qui sont aussi moyens offensivement dans ton 5 majeur. Aujourd'hui en NBA, tu peux pas te permettre enfin, mis à part Kemba qui est le seul scoreur, on va dire, naturel, les autres c'est pas des scoreurs, quoi. Enfin, tu peux pas jouer comme ça. Enfin, à partir du moment où Kemba a une petite baisse de régime, il y a personne au jour d'aujourd'hui qui peut prendre le relais. Ouais, mais et puis même Batum fait une bonne saison, mais il a pas. Je pense que quand Michael Jordan l'a signé, il avait dans l'espoir qu'il allait vraiment être le lieutenant de Kemba. C'est pas trop le cas, quoi. Puis même l'équipe, la façon dont elle joue, ok, le pick and roll, ok, beaucoup de ballons, et j'ai des stats d'ailleurs pour ça, j'en parlerai après pour Kemba. Mais j'ai l'impression que je veux pas être méchant envers Kemba, mais Kemba est exceptionnel, fait une super saison, mais c'est pas le joueur il y a très peu de joueurs qui sont capables de porter une équipe à eux tout seuls. Et Kemba, il peut pas faire ça, en fait. Si tu te bases entièrement sur Kemba, tu peux pas aller bien haut, quoi. C'est pas possible. Ouais. Après, t'as l'impression que Kemba, tu vois, Charlotte, ils essayent de l'utiliser un peu comme Portland utilise Lillard. Le souci, c'est très juste parce que quand tu regardes ouais, vas-y, Tom, vas-y. Le souci, c'est qu'à côté, t'as pas les attaquants qu'il y a, t'as pas les mêmes compléments, et puis, je pense que Kemba n'a pas le même, enfin, Kemba a du talent en attaque, mais c'est pas le même talent que Lillard. Le talent de Lillard est plus moderne, on va dire, que le talent de Kemba. Il est plus adapté au jeu moderne que le talent de Kemba. Notamment sur les shoots derrière écran après dribble. Quand on regarde les stats en minutes de possession, alors il est dans le top 5, Kemba avec Westbrook, Harden, Wall,
et Lillard. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je faisais la réflexion, parce que Lillard et Kemba, alors, dans cette catégorie statistique, c'est incroyable, c'est pratiquement un calque. C'est impressionnant, ils ont pratiquement le même temps de possession, ils touchent la balle exactement le même nombre de fois par match. Enfin, c'est effrayant. Et mon problème avec ça, c'est que c'est cool, mais autant Westbrook, Harden, Lillard, je suis d'accord avec cette façon de jouer, parce que c'est des mecs, c'est des talents incroyables. Ils sont capables de marquer à chaque possession. Et ok. Wall aussi, je comprends, parce qu'il a Bill à côté de lui, il a autoporteur, top 15 shooter. Tu vois, il a des mecs à qui donner la gonfle. Mais Kemba, qui garde le ballon autant de temps, à part pour des coupes des mecs à l'intérieur, pour que le poseur d'écran aille finir, ou lui, il n'y a pas d'autre solution en fait. Mais tu veux donner la balle à qui tout seul. Voilà. C'est ça, le truc, c'est que c'est limite le deuxième attaquant le plus naturel de Charlotte, c'est Kaminsky. Qui est d'ailleurs dégoûtant. Mais je le garde plus tard, parce que j'ai un petit procès envers Jeremy Lamb, l'arnaqueur. Je me le fais maintenant ou on fait comment? Enfin, ça se passe comment les mecs? Parce que Jérémy Lamb, moi j'en ai ras le bol. Je vais sortir direct ma stat, on reviendra à ça après, parce que comme ça sera fait. Mais Jérémy Lamb est un shooter, on est d'accord les mecs. Enfin, c'est ce qu'on me vend depuis à peu près 5 ans. Oui, tu comprends pas Jérémy Lamb. C'est plutôt un gars all around, à la base. Non, parce que j'ai juste une stat, mais Jérémy Lamb a pris 298 3 points sur ces 2 saisons à Charlotte. C'est les 2 dernières. J'ai tapé les mecs qui ont plus de 250 tentatives sur les 2 dernières années. Il y a 176 personnes qualifiées. 176. Jeremy Lamb est 168e. Donc on arrête de me dire que c'est un shooter. Ça fait 2 ans, il met rien, il a 30% derrière l'arc. Juste pour vous donner devant lui, il y a Moutier, Ellis, Raymond Felton. Devant lui, Moutier ? Devant lui. Derrière lui. Non, Moutier est à 31%, Lamb est à 30%. Donc arrêtez de me vendre Jeremy Lamb comme un shooter, j'en ai ras le bol. Et si c'est un shooter, mais il met pas dedans. Donc c'est pas un shooter. Il tente quoi, c'est bien, mais quand le mec qui te suit au classement c'est Stan Johnson, et j'adore ce joueur, mais Stan Johnson est dégoûtant, c'est qu'il y a un gros problème. Et d'ailleurs dans ce classement Kaminsky est 158, tu vois. C'est le même combat en fait. Ça manque peut-être de shooter, parce que Kemba, il a une progression incroyable à 3 points, mais c'est encore un autre domaine du jeu où il est tout seul. Ça manque clairement d'adresse, cette équipe-là, de toute façon, c'est sûr. Arriver quand il faut mettre les tirs ouverts, ou même dans les moments un peu plus chauds, il n'y a personne qui est capable de mettre un tir dans cette équipe, quoi. À part Kemba, il est trop seul, beaucoup trop seul. Même Batum est encore beaucoup trop irrégulier dans ses pourcentages, et au fil des matchs, il peut te faire un très bon match et après enchaîner avec 0 adresse, quoi. Donc tu peux pas espérer que ce soit une équipe d'adresse. Batum, parmi les 45 mecs qui ont plus de 5 tentatives par match, à 3 points, il est 41e. 45 sur 40, 41 sur 45, tu vois. Là aussi, c'est un problème. Après, on peut dire que c'est une année où rien ne rentre, mais je trouve que c'est un peu un gros échec leur année, et ça se base. C'est pour ça que je dis que c'est une des victimes de la prise de pouvoir de l'attaque, parce que eux, quand ça défend, ça les arrange. Ils sont à 13 victoires, 0 défaites quand leur adversaire marque moins de 100 points cette année à domicile. Quand ils sont à domicile, 13. Sauf qu'ils n'arrivent pas bien à les refaire marquer moins de 100 points. Ouais. Mais je suis content d'avoir écarté le dossier Jérémy Lamb, parce que j'en ai ras le bol. Après, le souci de l'attaque de Charlotte aussi, c'est que ils utilisent beaucoup de trucs, d'actions de jeu qui sont pas forcément rentables. On va revenir sur le cas Kemba, qui joue énormément de pick and roll ball handler, c'est-à-dire qui porteur de balle. Le porteur de balle après le pick and roll, et qui shoot, ou qui se crée un shoot. Et c'est 25% de son jeu, quoi. C'est-à-dire que une action sur 4 où Kemba a le ballon, il joue un pick and roll où il shoot après, quoi. Et c'est pas des trucs qui sont forcément rentables dans la NBA moderne. Sur le même type de statistiques, Nicolas Batum, qui en joue, il est à 0,61 points par possession. Sur le même type de... Ça, c'est terrible, ça. Il faut plus de 3 possessions pour réussir 2 points. C'est voilà, quoi, c'est pas mais après c'est aussi, là on y revient encore, mais c'est un problème de talent, je pense. C'est pas un problème de mentalité, c'est un problème de talent. Au bout d'un moment, la
la dureté, le collectif ne suffit pas, il te faut du talent. Pourtant, Clifford a mis. Enfin, j'ai lu des interviews récentes où Clifford essaye de remettre les points sur les i en expliquant que son équipe se bat pas assez à son goût. C'est peut-être pour réveiller son vestiaire aussi, mais je sais pas toi, Pierre, mais j'ai aussi cette impression que, ok, il y a un manque de talent, c'est clair, et cette équipe a peut-être surperformé l'année dernière, mais il y a aussi peut-être des trucs qui n'ont pas marché. Clifford visait clairement des joueurs qui, d'après lui, ne respectent pas leur rôle en fait et essayent d'en faire trop. Ben, ça peut être le cas assez vite, sachant que tu as des jeunes joueurs qui avaient des joueurs blessés, donc des joueurs qui évoluent dans leur rôle. Par exemple, Jeremy Lamb, il a starté 2 ou 3 fois, donc forcément, il veut plus en faire. Mais dans le combat, après, c'est sûrement très dur de se remobiliser quand tu viens de perdre je ne sais combien de matchs et que tu vois les playoffs s'éloigner alors que tu avais des gros objectifs pour cette année. Et puis, je pense qu'ils ont perdu peut-être 2-3 joueurs qui étaient un peu porteurs de cette envie de combat et de la mentalité de l'équipe, on va dire. Je sais pas si c'est clair, mais ouais, je vois. Ils ont perdu. Type un Al Jefferson, il défendait peut-être pas trop et tout, mais c'était peut-être l'ancien qui te permettait de remettre les jeunes en place et de cadrer un peu tout ça. Et mine de rien, il a porté, il est plus là cette saison. C'était du talent. C'est une faiblesse, quoi. C'était du talent. Du talent aussi. C'était du talent aussi. Hein. Et puis ils ont perdu aussi beaucoup de talent à l'extérieur, quoi. Jeremy Lin en backup, quand tu le remplaces par Ramon Session, c'est pas pareil. Tu changes de session là. Qui est tout le temps blessé. Et même Courtney qui était titulaire. Courtney offensivement, il apportait quand même, il apporte plus offensivement que ce que peut apporter Michael Kidd-Gilchrist. Et du coup, il y a aussi un gros déficit physique, je trouve, moi. Quand on prend les joueurs, mais Kaminsky, c'est en dessous de la moyenne. Zeller, il est peut-être, ouais, allez, on va dire, c'est dans la moyenne. Zeller, quand même. Hein. Oui, mais après, t'as des Bellinelli, c'est pas athlétique. Ouais. Williams, non. Plumlee, non. Batum, il se blesse souvent en ce moment. Enfin, tu vois, c'est pas une équipe athlétique, en fait. Ça fait beaucoup de défauts, en fait. Tu peux être autant intelligent que tu veux. Si t'es pas athlétique en NBA, il y a des moments où tu vas être en difficulté. Moi, j'aimerais bien voir un petit peu plus souvent Christian Wood. Je sais pas si... Moi, tu vas chercher loin. Non, j'aimerais bien le voir un petit peu plus souvent, quoi. C'est un joueur athlétique, l'ancien du NLV. Enfin, quand tu vois ce que Rashan Holmes arrive à faire à Philly, je te dis, mais Christian Wood, il peut apporter à peu près les mêmes choses, même s'il est un petit peu plus petit et qu'il a pas forcément le même type de jeu. Je sais pas, moi je fais toujours dans ce genre de cas, quand c'est des joueurs du fond du banc, je fais confiance. Enfin, c'est peut-être une erreur, mais j'ai tendance à faire confiance au coach, et s'il les fait pas jouer, c'est qu'il les sent peut-être pas encore prêts, quoi. Surtout dans le cas de Wood, qui était pas une assurance touriste en sortant de la fac. Il rejoue là, hein, il rejoue un petit peu, et puis tu vois, je suis allé checker un peu ses stats pour voir et son on-off, comme on dit. Et il a un net rating de plus 12 en 91 minutes. Alors, c'est pas significatif. Ouais, 91 minutes, mais c'est peu. Voilà, c'est très peu, mais je sais pas, peut-être qu'il ce serait peut-être un truc à creuser, quoi, pour pallier au déficit physique. Au stade où ils en sont, ils peuvent que essayer des trucs, de toute façon. Ben là, vaut mieux. Là, je les vois, oui. Vaut mieux tanker, quoi. Enfin, tanker. Vaut mieux essayer de chercher des solutions autres que tes titulaires. Parce que ça, je suis parti de ce principe-là, mais on est d'accord, les playoffs, c'est fini pour eux. Enfin, on est à 10 matchs, là, c'est fini. Oui. D'accord, donc ça, on est d'accord. Du coup, on va peut-être se projeter après avoir fait ce bilan dur, mais réaliste, je pense, de la saison des Hornets. Il y a quand même des points positifs, je l'ai dit, hein, comme Zeller ou Kemba, mais il y a des choses à travailler. À la draft, déjà. Alors moi, je serais plutôt de l'idée de pas investir sur la draft et plutôt essayer de monter des échanges à la draft. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que cette équipe-là, quand on regarde les joueurs importants, les Batum, les Kemba, c'est pas une équipe qui a le temps d'attendre 2-3 ans qu'un joueur mature. Enfin, ils ont pas le temps, surtout que Kemba, il va bientôt renégocier son contrat, donc ils ont besoin de gagner maintenant. Donc je pense qu'ils pourraient servir de la draft pour échanger plutôt. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi, dans le sens où c'est une équipe qui manque trop de talent, en fait. Il faut du talent. C'est ce qu'il leur faut, quoi. Il faut pas, tu vois, je sais pas, moi, mais je dis ça par hasard, mais tu vois, un Malik Monk ou un truc comme ça, tu vois. Du talent. Même si c'est qui tout double avec ça, mais il leur faut de l'upside.
Ils en ont Mais pas. est-ce qu'ils sont vraiment un joueur avec de l'upside d'être crédible? Non. Je crois pas, moi. Mais justement, mais justement, si tu fais un échange, enfin, si tu échanges leur tour de draft contre un bon joueur, ça va pas les aider non plus. Ils ne deviendront pas prétendants à l'Est. Ouais, enfin, quand tu bats, je vais pas être méchant avec les Hornets, mais quand tu bats, enfin, le contrat, quand tu donnes autant à Batum, je sais pas si tu te mets pas déjà une épine dans le pied, quoi. Donc, ok, être prétendant à l'Est, tout le monde vise. Tout le monde va être prétendant à l'Est, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment l'être? Je sais pas, quoi. Parce que là, pour être prétendant à l'Est, il vous faut une deuxième option carrément à côté de Kemba. Donc, ça serait vraiment. Ouais, bah, faudrait vraiment que votre choix de draft soit une pleine réussite, quoi, pour que le mec devienne la seconde option à côté de Kemba. Ouais, Je sinon, pense pour même rester Kemba, avec c'est la l'équipe. deuxième. Ouais. Ouais, mais après, C'est- tu peux avoir qui sur le marché avec, là, leur pick, il sera quoi, peut-être 10e? Avec un peu de chance, il sera 10e, 10, 11e. Mais du coup, la même question, elle se pose pour la draft. 10-11, on sait parfaitement que plus tu descends dans la draft, contrairement à ce que nous vend quand on nous parle des styles, plus tu descends, moins tu as de chances de tomber sur un bon joueur. Donc tomber 10, les chances que tu tombes sur ton crack, elles sont minces. Hein. C'est un peu compliqué, parce que moi, ce que j'ai marqué sur mes notes, c'est qu'en fait, il y a d'un côté, pour Charlotte, il y a des bons contrats. Kemba, il sera free agent qu'en 2019. Bon, il va peut-être renégocier son contrat d'ici là, mais il est qu'à 12 millions l'année, donc c'est génial. Cody Zeller, après cette saison, il prouve que c'est un bon contrat. Mais ensuite, tu as des mauvais contrats, ce que Miles Plumlee, je considère pas que c'est un bon contrat. Et Batum, j'adore Nicolas Batum, mais pour moi, c'est pas un bon contrat, Nicolas Batum, comme beaucoup de contrats à signer l'été dernier, mais dans le futur, ça va. Gros problème, quoi. Et même Batum, ça va être. Ouais, bah oui, mais Marvin Williams, j'en parle même pas, c'est la cerise sur le gâteau. Ouh là là. Marvin Williams, free agent, enfin, il a une option en 2019-2020, mais c'est du 12, 13, 14, 15 sur les 4 prochaines années. Enfin non, 12 c'était cette année, c'est 13, 14, 15 sur les 3 prochaines années. Pour un mec de 30 ans, qui a fait... Il leur faut un poste 4 avec du talent. Il leur faut tu peux pas jouer avec Williams, MKG, Batum. Tu peux pas starter comme ça et viser quelque chose de haut parce que tu es déjà limité en termes de talent. Et ce que je pensais, d'ailleurs, j'attendais que son nom arrive, mais peut-être que je sais pas, vous avez estimé que c'était trop, il allait plus être disponible à ce moment-là, mais tu vois, moi, je me dis, ils ont besoin d'un 4. Markkanen, on sait jamais s'il descend. C'est pas le profil que je veux parce que je trouve que Markkanen va prendre du temps à se développer. Et quand t'as Batum à 28 ans, et je sais qu'il faut viser, faut être un candidat crédible à l'Est, mais quand t'as Batum à 20 ans et t'as Kemba qui va bientôt arriver sur le marché ou demander une augmentation, j'ai pas le temps d'attendre que 3 ans que Markkanen se développe. Oh, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué cette histoire. Parce que de toute façon, non seulement leur situation est compliquée, mais le poste 4 en NBA, il est totalement sinistré. Ah, je dirais qu'il est en évolution. Il y a des très très bons joueurs au 4. C'est juste que c'est le poste qui évolue le plus avec le jeu. Donc, je suis pas d'accord pour dire qu'il est sinistré. Passer le top 10. Ah oui, mais passer le top 10, mais c'est déjà. Tu préfères avoir un poste où il y a un top 10 où les mecs c'est des monstres et ensuite, ok, c'est un peu le désert, ou alors il y a des postes. Poste 2, c'est amélioré, mais il y a le poste 2 pendant des années, c'était 3-4 mètres au-dessus. Ensuite, espèce de ventre mou où il y avait que des mecs moyens. Enfin, ouais, parce que, mais limite, tu vois, dans le top 10, moi je trouve ça anormal que Dirk Nowitzki il est dans le top 6-7 limite, hein, là, au poste 4, hein. Non, jamais de la vie. C'est opération porte ouverte en défense, c'est pas possible. Si tu joues que d'un côté du terrain, c'est pas possible, il est pas top 6. Regarde l'état du poste 4. Non, je suis pas avec. Je comprends bien que ça t'énerve que des mecs petits deviennent 4 et qui shootent, mais tu peux pas mettre Dirk top 6-7, c'est pas possible. Bah, limite, hein. Enfin, en tout cas, il est dans le top 10. Et moi, je trouve ça scandaleux. Je suis pas très bon pour faire les listes, mais je vous annonce que d'ici la fin du podcast, je mets ça dans un coin de ma tête, je réfléchis en arrière-plan et je vous sors la liste des 10 mecs meilleurs que lui, parce que Dirk est pas top 6-7. Enfin bref, on s'écarte du débat. Peut-être 6-7, j'exagère, mais il est dans le top 10, quoi. Et pour moi, c'est pas normal que Dirk Nowitzki, à 38 ans, soit dans le top 10. Avant la saison, on t'aurait demandé de faire un top 10 des arrières, Dwayne Wade était dedans. Et moi, je trouvais pas ça normal que Dwayne Wade, après sa saison, sa saison mirage de l'année dernière, je vais appeler ça comme ça parce qu'il fait rien en saison régulière, il est étincelant en playoff. Enfin, voilà. C'est un peu la même, quoi. Bref.
Bref, on va pas partir sur un débat sur les postes. Je pense qu'on peut conclure et on peut dire que la situation des Hornets, elle est un peu difficile, parce qu'ils ont, vulgairement, ils ont le cul entre deux chaises, en fait. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment viser? Puis alors, le trade de Plumlee, là, je suis devant les salaires des Hornets, c'est le trade de Plumlee, j'arriverai toujours pas à l'encaisser, en fait. Enfin... Ça pourrit encore plus le salary cap et tout. Mais les Bucks voulaient s'en débarrasser. Quand une équipe veut vraiment se débarrasser d'un joueur, comme ça, enfin, là, c'était clairement... les Bucks avaient compris que son salaire et son niveau, enfin, c'est pas normal. J'ai du mal. Enfin, bref. Mais ils ont profité du désespoir de l'équipe, hein. Ils ont profité du désespoir de Charlotte qui pensait pouvoir faire les playoffs, quoi. Parce que Charlotte, il joue juste pour faire les playoffs, hein. Il joue pas pour passer des tours ou quoi que ce soit, hein. Il joue juste pour faire les playoffs. Donc du coup, pourquoi vous voulez trouver de l'upside? Pourquoi pas faire un petit échange, ramener un mec peut-être pas fantastique qui vous assure les playoffs à l'Est? Non, mais c'est pas durable. C'est pas durable d'être tout le temps 8ème pendant. Sinon, c'est Memphis après, donc tu peux pas. Ouh. Ok, d'accord. Donc les pistolets sont sortis, j'ai compris. C'est juste. Ouais, donc tu fais quand même une finale de conférence en sortant ici aussi. Donc mais oui, je sais. Sur un malentendu, sur une année mauvaise, oui. On va pas partir dans ces choses qui arrivent. Hein. Je t'embête, Tom, je t'embête. Mais si tu vois bien, c'est durable de juste prendre un joueur. C'est comme Atlanta, tu vois. Oui, voilà, exactement. C'est comme Atlanta, ouais, c'est pareil. Après, je trouve que l'Est, alors je sais que je critique peut-être trop l'Est. Oui, j'ai déjà lu vos réponses au questionnaire. Je ne peux plus m'empêcher, donc j'ai noté qu'on m'a dit plusieurs fois que je critiquais trop l'Est. Donc je vais être plus mesuré. Je vais dire que l'Est est une conférence mouvante. Elle est plus dense. L'Est est dense. Ouais, moins dense. Tu vois, faut dire ça. Bref, je vais arrêter de dire qu'elle est fin nulle, même si je le penserais fort. L'Est est dense. Voilà, c'est ça dans le moyen. Du coup, si tu arrives à être juste un peu plus fort que le moyen, parce que là, je vois pas ce qui empêche les Hornets avec un renfort, même pas de poids, mais un mec, un 4 solide, d'être 5, quoi. Parce que, je suis désolé, mais après Cavs, Celtics, Rockets, n'importe quoi, Raptors et Wizards, je trouve que la descente de niveau, elle est sévère. Je sais pas s'ils peuvent avoir Tobias Harris ou un truc comme ça. J'ai l'impression que Tobias Harris, c'est le Gugus. Beaucoup d'équipes essayent de se convaincre que c'est crédible, mais je sais pas. Après, c'est vrai que en fait, ça va être chaud pour eux de trouver un 4, mais ils doivent vraiment trouver ça, quoi. Parce que Marvin Williams, je suis désolé, hein. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, Marvin Williams. Ah non. Le problème, c'est que maintenant, ils ont pas mieux, quoi. À part espérer que Woods se transforme en Anthony Davis. C'est et le problème aussi, je voulais noter ça, je me rappelais de cet argument-là. J'ai aussi un problème avec ça, c'est que les Hornets, ok, aller chercher un crack à la draft, je suis désolé, mais l'historique de draft des Hornets, récemment, il est pas brillant. Hein. Enfin, quand tu prends Kaminsky avant Booker, Turner. Enfin, récemment, ils ont pas excellé à la draft, alors qu'ils ont souvent été très très hauts. Je fais pas trop confiance à ce front office pour aller me chercher la nouvelle star pour aider Kemba. Hein. Après, à voir. Hein. Enfin, il arrive à des équipes qui draftent mal de bien drafter une année sur un malentendu, mais là, je suis plutôt sans mal. T'as vu, j'essaye d'être positif, mais le naturel prend le dessus parce que là, c'est compliqué le Hornets. Non, mais c'est vrai que le truc avec les Hornets, c'est juste que c'est pas une mauvaise équipe, mais en gros. Leur valeur plafond, elle est bonne, elle est correcte, sauf que leur valeur plancher, elle est très très basse en fait. Ouais. Et du coup, quand t'es au milieu, t'es juste moyen, quoi. Si t'excelles pas, t'es moyen. Et puis là, ouais, puis le problème, c'est qu'ils ont pas, quand ils ont eu ce trou d'air en janvier-février, ils n'ont pas balancé la saison et ça se comprend d'un côté. Hein, ils ont voulu vraiment jouer les playoffs. Et le problème, c'est que tu le payes maintenant parce que tu aurais peut-être jeté la saison plus tôt. Tu aurais eu un choix de draft peut-être plus haut et ça aurait pas été logique d'adopter une telle posture à l'époque. Mais ils pouvaient pas aussi parce qu'il y avait la position de All-Star Game de Kemba aussi à assurer, quoi, aussi. Enfin, après, si tu commences à te battre pour des positions All-Star Game de tes mecs. Non, mais tu vois, c'est compliqué, quand même. C'est compliqué, quoi. Et le truc, c'est que tu vois, ils ont essayé de continuer à jouer la saison et ils ont pris la mauvaise décision de récupérer Plumlee. Mais d'ailleurs, je suis même pas sûr qu'ils aient jeté la saison pour l'instant, en plus, hein. Je les vois, pour moi, ils ont pas abandonné encore la saison et ils sont pas en mode tanking, quoi. Non, ils sont pas en mode tanking, mais ils remonteront pas.
Alors Oui, non, qu'ils mais ont vraiment trop pas, mais. moins de 3% de chances de faire les playoffs, le deuxième calendrier le plus dur parmi les équipes à l'Est sur le reste de la saison avec les Knicks. Si les fans des Knicks veulent une petite nouvelle pour les rassurer, c'est qu'ils pourront bien tanker, parce qu'ils ont un calendrier difficile. Donc là... Même les Nets, c'est difficile pour les Knicks maintenant. tout est difficile. Les Tout mecs est perdent difficile. 2 fois dans la même semaine face aux Nets, les gars. Hein. Faut Le le derby. faire. Après, on te dira que c'est du tanking, mais là, c'est surtout inquiétant. Quoi. Tu tankes avec Porzingis et Melo sur le terrain? Bah, je pense Apparemment. que c'est l'objectif quand même. Faut pas se mentir. Ils tankent quoi. Ils tankent peut-être. Ça se voit pas dans les faits, mais c'est moins visible que les Lakers actuellement. Les Lakers actuellement, c'est génial, mais les Lakers actuellement, c'est génial. Enfin, moi, j'adore. C'est Les exceptionnel. Suns aussi, c'est pas mal. Ah ouais, les mecs, c'est un concours. Ouais, Les Enfin, mecs c'est bench tout exceptionnel. le monde. Les mecs ont commencé uniquement avec Tyler Ulyss à la main hier. Du coup, du coup, je pense que quand on s'écarte, c'est le signal qu'on n'a plus rien à dire sur le sujet, quoi. Donc là, on a passé nos 35 minutes sur les Hornets. Et après la pause, on va parler d'un sujet d'actualité sur les stars qui ne se présentent pas au match du samedi soir. On va essayer de débattre autour de cette question qui a beaucoup fait parler en NBA cette semaine. Vous avez dû suivre donc cette affaire si vous avez suivi la NBA sur les derniers jours, alors que le grand match diffusé en prime time aux États-Unis, Cavs Clippers, quelques heures avant le match, on annonce côté Cavs qu'il n'y aura pas de LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love. Du coup, c'est un peu la polémique. C'est Mark Jackson qui a dit, alors, je cite, je comprends qu'il y a des informations médicales qu'on arrive à avoir, et je comprends aussi que on a de plus en plus d'informations qui nous indiquent qu'il faut protéger les joueurs, mais c'est une vraie blague. Protège-t-on les fans? Protège-t-on le basketball? Quelque chose doit être fait. Je citerai pas Van Gundy, Jeff Van Gundy, il est un peu craqué. Ensuite, il est un peu craqué sur ce qu'il a dit, non, mais c'était un peu n'importe quoi. Ensuite, David Griffin, le GM des Cavs, s'est exprimé, c'est Ramona Shelburne d'ESPN, excellente journaliste d'ESPN. Je pense qu'on n'en parle pas assez d'elle, mais c'est un autre débat. Très très forte. Qui arrive à choper ses propos. Il explique que la NBA, je cite, la NBA m'a appelé, il n'était pas content. Et lui, il se défend en expliquant, bah oui, je suis désolé pour les fans, mais moi, je dois gagner un titre, c'est pour ça qu'on me paye. Du coup, polémique depuis quelques jours, les mecs. Est-ce qu'on doit, on va commencer direct, Pierre, est-ce qu'on doit les sanctionner tout d'abord? Parce que je pense que l'appel de Griffin, on a dû lui dire ça pendant l'appel, qu'en gros, s'il recommençait, il allait être sanctionné, quoi. Est-ce qu'on doit les sanctionner? Et si oui, comment on fait pour les sanctionner? Moi, je pense que il faut pas les sanctionner et que tu ne peux pas les sanctionner, en fait. Parce que on va être les premiers s'il y a un blessé en playoff, une grosse blessure d'un joueur important, on va être les premiers à être déçus et à être dégoûtés, etc. Et comment éviter ça? En laissant reposer les joueurs. Donc, je préfère qu'on gâche un match un samedi de saison régulière contre les Clippers et qu'il y ait une finale des Cavs et des Warriors au complet, par exemple. Et je vois pas même comment tu pourrais sanctionner l'équipe qui fait ça, parce que tu peux leur mettre une amende, je vois pas bien ce que ça va leur changer. Donc, moi, j'ai pas trop de solutions et pour moi, ça me pose même pas de problème, en fait. Enfin, autant je suis d'accord, on reviendra sur ça plus tard, je suis d'accord sur le fait que c'est difficile à mettre en place les sanctions. Alors, je suis pas d'accord sur le fait que c'est pas gênant. Tom, on va prendre ton avis, mais moi je trouve ça extrêmement gênant pour l'image de la ligue et pour moi quand j'ai vu ça, j'ai direct pensé aux deux petits gamins. Leur père a invité au Staples Center. Enfin, je sais pas, la famille, t'imagines une famille pas très riche, ils ont économisé pour amener les gamins voir le match. Et une heure avant, on leur explique que bah non, ça sera pas LeBron James, ça sera Richard Jefferson. Tu vois? Enfin, c'est dégoûtant pour eux. Pour l'image de la NBA, c'est déplorable. Bah, comme t'as dit, je rejoins un petit peu ton avis là-dessus. Pour l'image de la NBA, c'est pas très glorieux. Et puis, c'est pas très sérieux non plus pour les choses qui ont été signées. Parce que commercialement, il y a tout un business autour des matchs, quoi. Alors, on te paye pour diffuser des affiches. Sauf qu'il n'y a pas d'affiches. T'as aussi des annonceurs qui paient pour diffuser des spots pendant les temps de pub pour qu'il y ait des trucs comme ça qui paient très cher. Parce que le match est en prime time et ils se disent que voilà, il y aura de l'audimat, mais finalement, comme les joueurs majeurs ne jouent pas,
ben du coup tu te rends compte que tu paies très cher pour rien, puisque les gens ne vont pas regarder un match avec des role-players. Même même le match des Warriors contre les Spurs, c'était une vraie blague. Je trouve qu'il y a deux, ils sont difficilement comparables. En fait, oui, l'idée est la même, c'est que c'est honteux, mais je trouve l'attitude des Cavs. Non, la conséquence est la même. Et même, tu vois, c'est limite. Franchement, c'est peut-être mon côté un peu méfiant, mais c'est limite. Les mecs se sont pas arrangés avec les Clippers parce que les Clippers c'était pas bien. Tyronn Lue, non, j'y crois pas à ça. Coach Mais pourquoi tu vas voir le complot partout. Mais pourquoi tu vas jouer les Lakers et tu joues pas les Clippers? Mais non, mais tout simplement parce qu'ils voulaient peut-être les faire reposer. Non, faut pas voir le complot partout. Non, je crois pas. Ouais. Non, je crois pas à cette théorie. Enfin, moi, je trouve ça délicat. Je veux pas y croire. En fait, juste pour revenir à ce que j'avais annoncé, autant je peux comprendre l'attitude des Warriors. Ils avaient enchaîné plein de matchs avant et du coup taper les Spurs. Et d'ailleurs, les mecs sont pas très intelligents, les mecs qui font les calendriers, parce que 2-1 mettre ce match-là. Bah oui, mais non, mais ils peuvent s'adapter, les mecs. Ils peuvent mettre en place. Ça a été créé, ce match du samedi soir sur la chaîne américaine, pour être une grande messe du basket. Pourquoi tu la mets dans un back-to-back pour les Cavs et alors que les Warriors ont joué X matchs avant? C'est ridicule. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire aussi, c'est que programmer ça alors que c'est Popovic, on sait parfaitement qu'en mi-mars, Popovic, faut réfléchir 2 minutes, les mecs. Il va vous la mettre, il va vous la mettre à l'envers. Popovic, il s'en fout, c'est sûr. Il s'en fiche complètement, Popovic. Tu sais parfaitement. Les mecs ont pas remarqué que quand ils ont fait le calendrier, ils ont dit faut reprogrammer la machine parce que le Warriors Spurs, on va se faire arnaquer quelque part. Si tu veux vraiment faire de ce match-là un truc important, alors tu t'adaptes niveau calendrier. Tu fais comprendre aux équipes, les mecs, on va vous donner quelques jours de repos avant, quelques jours de repos après. Mais par contre, vous vous investissez sur le match-là. Et encore, c'est juste des promesses, quoi, parce que tu peux rien faire. Non, tu peux rien faire parce que de toute façon, tu pourras pas vérifier si les joueurs sont blessés ou pas. Ils peuvent bien dire que tel joueur est blessé ou a une douleur quelque part. Oui, sur l'injury report, ils vont t'arnaquer, quoi. Stephen Curry a la diarrhée à cause des tacos qu'il a mangé hier, quoi. Tu vois, ils vont sortir des trucs, ça va être n'importe quoi. Après, il faudrait au moins justifier parce que la fois où Popovic avait pas fait jouer Duncan pour vieillesse ou un truc comme ça, là c'était quand même clairement abusé, quoi. C'était old, oui, c'était ça. Did not dress old. Mais après, le truc, c'est que tu vois, tu peux pas contourner ça parce que rien n'empêche les mecs de mettre les joueurs, ils font le tip-off et après ils les sortent, ils les bench. Oui, c'est vrai. Et là, dans ce qui tu peux rien faire contre ça. Tu peux rien faire contre ça. Mon seul problème, c'est vraiment les spectateurs. Les gamins, c'est des spectateurs qui sont pris en otage. C'est dégoûtant. Et même pour à la télé, c'est différent, mais tout le monde, quoi. C'est les fans qui payent, je trouve, et c'est pas normal. Soit, je me répète, mais soit, ok, tu fais passer ce match du samedi soir, t'arrêtes de le vendre comme le grand rendez-vous de la semaine, et voilà, ou soit tu le vends comme le grand rendez-vous de la semaine et tu fais en sorte que tout le monde joue, quoi. Faut être crédible. Même d'ailleurs, cette idée de grand match de la semaine, en gros, ils pompent l'idée sur le football américain et d'autres sports pour avoir un jour NBA. Je crois pas que c'est applicable à la NBA, ça, parce que on est dans une ligue où, quand tu fais jouer Spurs et Warriors 2 mois avant une éventuelle confrontation en play-off, forte chance que les mecs se livrent pas. Je sais même pas si le modèle en lui-même il est viable. Aussi à pas vouloir se livrer, à pas vouloir, tu vois, mais de toute façon, l'NBA, je pense, c'est pas une ligue pour avoir une grande soirée en prime time, à part sur les playoffs, vu que t'as des matchs quasiment toutes les nuits, et que c'est ce qui fait le charme, entre guillemets, de l'NBA, c'est que tous les soirs t'as des matchs et que t'en as un nombre incalculable, quoi. Donc, pourquoi prévoir des grandes affiches alors qu'en soi, tu pourras en avoir souvent, quoi. Mais, ouais, c'est le seul point qui m'embête, c'est là que je suis d'accord avec vous, c'est sur les fans, mais sportivement, moi, ça me pose aucun problème, quoi. Après, sportivement, même pour l'instinct de, la volonté de gagner des mecs, j'ai un peu du mal. LeBron, je sais pas ce qui, c'est difficile quand même de tous les mettre sur le banc. Les mecs ont peut-être envie de pas envie de se cacher de leur côté, tu vois. Mais après, c'est pareil, tu peux du bilan. Moi, je prends l'exemple des Clippers qui sont juste devant Oklahoma. J'aurais préféré que les Cavs le jouent vraiment le match et que les Clippers perdent, quoi. Ouais, du coup, ça chamboule tout, quoi.
je sais pas, mais moi même sportivement, ça a des ramifications parce qu'en fait, les équipes que tu affrontes, parce qu'entre les équipes qui tankent, les équipes qui reposent, ça fausse un peu les calendriers à la fin de saison. Alors tu vois, on parlait de difficultés de calendrier. Finalement, les noms que tu vas affronter, c'est pas forcément les équipes que tu prévois de jouer. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Oui, je vois et ça, on a beau me vendre depuis quelques années l'idée de réformer le calendrier, ça changera rien. À partir de mars, les grosses écuries, Warriors, Spurs, Cavs cette année, des équipes qui ont des chances d'arriver en finale, c'est sûr qu'à partir de début mars, fin février, à partir du All-Star Break, les stars jouent plus les back-to-back et tout le tralala. Ils vont faire en sorte que les mecs arrivent en forme au playoff. Donc, il n'y a pas vraiment de moyen de contourner ça, quoi. Parce que, ouais, il y aura plus de back-to-back l'année prochaine, ok, mais le phénomène des joueurs qui se reposent dans les matchs en prime time, il sera toujours là. Donc, je pense, comme tu as dit, Pierre, je suis d'accord. Faut arrêter cette idée de mettre un grand match en prime time parce que tous les soirs, tu as un match sur une grande chaîne américaine. ESPN en a 2 par semaine. Enfin, tous les soirs. Pourquoi vouloir faire cette grande messe? Après, le problème, tu l'as dit, Tom, c'est que ça doit être écrit quelque part dans les contrats signés avec Turner pour X milliards que on doit avoir un gros match. De début janvier à début avril, on doit avoir notre gros match le samedi. Et si les mecs, après qu'ils t'aient donné X milliards, tu leur dis ah bah non, en fait, on va changer, ils vont pas être forcément très joyeux. Ça, enfin, c'est vrai problème, je trouve, vrai problème, surtout pour les fans en fait. C'est vraiment les dindons de la farce dans l'histoire. C'est ça qui est gênant. Mais les fans et les diffuseurs. Et, même, et ceux qui paient justement pour que leurs annonces passent pendant les prime time. Et moi je suis un communiste, Tom. Je pense déjà non mais je pense déjà avant ça. Puis d'ailleurs, même dans Griffin, ce qu'a dit Griffin a dit ah oui, on me paye pour avoir un titre. Oui, mais c'est qui te paye exactement? C'est l'argent du CBA où c'est qui a aidé le Cap à faire monter, etc. Bah c'est les droits télé, donc t'es un peu lié à ça. Moi, j'écoutais des podcasts d'ESPN où les mecs étaient complètement dégoûtés, quoi. Enfin, après, normal, ils taffent pour ESPN, mais c'est vrai que t'as la sensation d'être volé, et puis, enfin, je sais pas. Faudrait. Mais il y a pas, je sais pas si on va trouver une solution à ça, parce qu'il y a toujours un moyen de contourner. Il y aura toujours un moyen de contourner. Tu peux pas obliger les coachs à faire jouer les gars. Eux, les coachs à ce moment-là, eux, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est d'arriver en santé en playoff. Ils s'en foutent de la saison régulière, les mecs. Eux, c'est les playoffs qui comptent. Et si il faut qu'ils reposent un gars pendant un match pendant une série de 4 matchs en 5 jours ou 5 en 7, ça d'ailleurs, ça faudrait se pencher sur ça parce que ça, je pense que ça devrait être dans le CBA. Ça, j'espère qu'ils penseront à quelque chose pour ça parce que c'est plus possible ça, les 4 matchs en 5 jours et les 5 matchs en 7. Mais il faudrait que le coach, il va se dire voilà, il y a 5 matchs en 7, il y en a un qui va sauter, et puis si ça tombe sur le match du samedi soir, ça tombe sur lui, hein. Eux, ils ont une vision à long terme. Ou alors Tom, ils ont raison. C'est difficile. Déjà, c'est faire en sorte, je pense, une des solutions, c'est que le calendrier soit beaucoup plus flexible. Tu vois, faire changer un match. La NBA le fait peu par rapport à d'autres ligues. C'est si tu te rends compte qu'un match va avoir peu d'intérêt, en mettre un autre à la place. Et ça a peut-être c'est peut-être moins attirant pour la personne qui regarde la NBA, qui regarde 2-3 matchs par-ci par-là, mais pourquoi pas téléviser des matchs avec des équipes un peu moins clinquantes, mais qui a de l'intérêt, genre des matchs pour la course au playoff. Actuellement, tu mets un match entre une équipe de l'Est, enfin une équipe à l'Ouest, tu mets un match de Portland ou je sais pas qui contre, je sais pas, ou Miami. Portland-Miami, ça fait peut-être pas rêver, mais c'est ultra important pour les playoffs, tu vois. Ils ont joué hier en plus, je crois. Oui, tu vois, oui. Hier. Tu vois, donc c'est. Après, le problème, c'est que je pense que la NBA a conçu ce match-là pour attirer pour attirer les personnes qui regardent un match par-ci par-là, et cette personne-là, elle sera moins réceptive quand tu vas lui présenter Portland-Miami que quand tu vas lui présenter Clippers-Cavs, quoi. Oui, mais ils ont quand même peut-être plus entendu parler de Damian Lillard que de Richard Jefferson. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça dépend quand ils sont nés. Ça dépend quand ils sont. Oui, c'est un mauvais exemple, Richard Jefferson. Mais... Non, mais tu vois, mais la NBA te vendra. Enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, mais la NBA, elle va essayer de
les diffuseurs ils vont te vendre la meilleure affiche et du coup L'affiche est Ah, lisse. ça, autant le Ouais. faire que en playoff. Tu peux le faire vraiment qu'en playoff où tu peux être sûr qu'il y aura tous les joueurs. Et après, faire juste des événements comme il y a à Noël et comme il y a sur différentes fêtes, où là, tu as des matchs en prime time aussi. Et là, ça marche pour le coup. Mais tu peux pas tous les samedis soirs dire on va mettre un gros match parce ils vont spoiler l'événement, c'est sûr. Ils vont détruire le truc. Hein. Parce qu'en plus, ouais, on l'a déjà dit, enfin, on l'a sous-entendu, mais le seul moyen de faire des grosses affiches, c'est quoi? C'est faire jouer deux équipes de la même conférence. Ah bah, pas de chance, elles vont probablement jouer elles vont probablement s'affronter en playoff, ou faire des matchs intra-conférence, où souvent, si tu mets un Cavs Warriors ou un Cavs Spurs, les mecs joueront pas. Parce qu'ils ont peur de trop se livrer. Donc, ça a aucun sens, leur truc. Et même l'idée de Noël, on parle des matchs de Noël qui sont beaucoup joués, enfin, les mecs se donnent à Noël, mais aussi les mecs se donnent à Noël parce que c'est 5 mois avant les playoffs. Faut pas oublier ça. Enfin, 4 ou 5 mois. Les équipes sont pas encore prêtes. Donc, ils ont tout intérêt à se livrer en playoff où il y a énormément, ça se compte en millions et millions qui regardent. Mais demande à LeBron de se donner en plein mars contre les Clippers, pas pourquoi il le ferait, quoi. C'est vrai. Parce que Ouais, même le enfin. bilan, même le bilan, enfin, les Cavs, je suis pas sûr qu'ils courent après leur bilan. Eux, ils courent après la santé. Ils vont Mais ils s'en débrouiller fichent, ouais, tranquillement. ils atomisent tout le monde à l'Est. Ils vont. Quoique. Après, c'est sûr que vaut mieux être premier que tomber deuxième ou troisième, parce que c'est plus difficile. Mais c'est loin, enfin, Mais c'est même. après pour les Cavs, c'est kiff kiff quoi. Ils sortent tout le monde, mais le parcours peut être plus difficile. Quand je vois ce que par exemple à l'Ouest, l'équipe qui va finir deuxième à l'Ouest, elle aura le choix, enfin, elle devra affronter pour l'instant deux équipes entre Memphis, OKC et Houston, quoi. Ouais, c'est pas facile. D'ailleurs, cette équipe qui devrait être, enfin non, on va pas trop s'avancer, mais ça pourrait être les Spurs. Mais ouais, c'est chaud. Après, par rapport au match, tu vois, le bilan, enfin, c'est un peu, non, je vais pas dire que le bilan se décide pas sur un match, mais si, des fois, parfois si. Mais pourquoi, enfin, moi, c'est le problème de la flexibilité. T'adapter, quoi, comme je l'ai dit là. Si tu télévises actuellement je sais pas, un Houston. Ah non, un Houston Spurs, c'est peut-être une trop grosse affiche, mais enfin, tu peux pas vendre à 2 semaines un événement quand on sait qu'en NBA maintenant, grâce aux recherches scientifiques, on sait que les mecs doivent se reposer. D'ailleurs, Karl Malone, s'il te plaît, vieux, enfin, faut arrêter là. Ah, de mon temps, on jouait. Enfin, hors de ton temps, les joueurs, c'était pas des entreprises. Parce que LeBron, il fait plus d'argent hors du terrain que sur le terrain. Donc, il limite, pour lui, l'intérêt, c'est de rester en bonne santé. Et de deux, je suis désolé, mais alors, je sais que, encore une fois, je vais me faire des amis, mais le niveau global est c'est beaucoup plus intense maintenant. Donc, je diminue pas ce que faisaient les mecs à l'époque de Karl Malone, mais juste que tu peux pas demander à des mecs de jouer 82 matchs. C'est pas pour rien que maintenant, il y a presque, ça arrive plus les mecs qui jouent 82 matchs maintenant dans une saison. Westbrook. Ah, mais plus depuis 2-3 ans. Il y a pratiquement plus de mecs qui font des saisons à 82 matchs. Il y a presque plus. Il y a bien une raison, c'est pas que les joueurs maintenant ils sont soft, blablabla, je sais pas quoi. C'est que c'est exigeant, donc du coup ça se comprend qu'on veuille les faire reposer, quoi. C'est malheureux que ça arrive à ce moment-là, mais. Mais après, le truc, c'est que vaut mieux même bencher, c'est plus rentable de bencher un gars, un jour, enfin, pendant un match, que de réduire son temps de jeu d'1 minute à chaque match, quoi. Ouais, ça a été prouvé, ça. Oui, parfaitement. Ouais. Le truc le plus dangereux, en fait, c'est l'enchaînement des efforts qui. C'est l'enchaînement, voilà. C'est ça le problème. Donc, limite, enfin, c'est bien ce que fait Pop ça a de l'apport, mais entre réduire de faire jouer tes mecs 1 minute de moins que tout le monde pendant 82 matchs et faire reposer un autre 5-6 matchs par-ci par-là, c'est peut-être la deuxième solution qui est la plus intéressante. Mais la NBA, par contre, la NBA s'adapte quand même, tu vois, pour le calendrier. Là, on a quand même une semaine, les joueurs commandent maintenant une semaine pleine de repos pour le All-Star Break. Il y a quand même des choses qui se font. Là, la saison prochaine va commencer un petit peu plus tôt. Ils vont réduire la pré-saison pour qu'il y ait moins de back-to-back et moins de séquences de 4 matchs en 5 jours. Donc, il y a des choses qui se font. Ben, on peut qu'espérer que ça continue à s'améliorer dans ce sens-là pour éviter ça, quoi. Parce que, ben ouais, enfin, on veut tous voir les stars le plus souvent possible, mais si la star se blesse en partie parce que le calendrier est trop surchargé, ben, du coup, moi, je préfère même
perdre, enfin de pas avoir une star pendant un match que de pas l'avoir à cause d'une blessure pendant, je sais pas, 2 semaines. Mais ça, Surtout c'est mon regard lointain parce que je suis pas sur place, tu vois. Si je devais aller au stade et tout ça, moi je penserais peut-être autrement. Surtout que j'y pense, mais David Griffin, c'est le mec qui a 2 ans a vu son équipe passer à côté d'un titre parce qu'ils n'avaient pas Love ni Irving, tu vois. Donc lui, ça lui parle d'autant plus le fait de reposer les joueurs, je pense. Mais après, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais du point de vue des diffuseurs, je pense que c'est limite pas positif encore parce que pendant les 3 premiers mois de la NBA, ça va être encore invendable comme produit. Parce que je suis désolé, j'adore la NBA, mais avant janvier, c'est quand même, à part quelques équipes qui tournent parce que c'est des grosses écuries, ça se cherche beaucoup, quoi. Donc là, ça va encore rallonger cette période où les équipes sont pas forcément crédibles encore parce que ils auront beau avoir plus de repos, les répétitions en match, ils les auront moins, donc ça sera la même chose, quoi. Faudra attendre début janvier pour se fixer, quoi. Enfin voilà. Long débat, on est un peu parti dans tous les sens, hein, mais ouais, je trouve ça dommage pour l'image de la NBA ces matchs-là. Puis d'ailleurs, je trouve pas qu'on en fait trop qu'on en fasse trop parce que j'ai lu des personnes à droite à gauche, on en fait trop. Non, c'est hyper important. Quand on vend un produit aux fans, il faut être crédible et leur apporter. Enfin, quand il y a des mecs, enfin, c'est grâce à nous aussi que la NBA tourne. Donc les joueurs, les proprios comme les joueurs et comme les GM sont redevables et ils doivent ils doivent nous rendre l'appareil et ils l'ont pas fait là, je trouve. Du coup, on a été dur là, hein, pendant cette séquence et on va enchaîner après la pause avec nos tops et nos flops. Du coup, on va finir cette émission par nos tops et nos flops. Comme d'habitude, je vais me tourner vers toi, Pierre. Allez, tu vas commencer avec ton top ou ton flop. J'aurai 2 tops aujourd'hui. Et mon premier, c'est les Pélicans qui ont signé pour 2 ans Jordan Crawford. Oh, mais non, il me l'a crié. Ah, je pensais qu'il allait trouver. Vas-y. Qu'est-ce que serait la NBA sans Jordan Crawford? Non, mais déjà, en plus du personnage qui, je trouve, donc en dehors du personnage, il joue pas si mal que ça, voire il joue plutôt très bien. Il est à 50% à 3 points avec 5 tirs pris par match, donc c'est assez énorme. Ah, donc tu as décidé complètement de griller mon top, en fait. C'est ça l'objectif. J'ai compris, c'est une vendetta, en fait. Ok. Bah, vas-y, continue, Ben Fili, du coup. Non, mais c'était ça, justement. Je voulais aller plus loin. En fait, j'avais donné la stat des mecs qui prenaient plus de 5 tirs avec Batum, et quand je l'ai cherché, j'ai vu que Jordan Crawford est premier en NBA, au niveau du pourcentage. Il est à 50%, les mecs. Il a joué que 7 matchs, on s'en fiche, mais c'est génial. Non, il a un peu, je pense qu'il a peut-être un peu changé son tir ou autre, mais il est vraiment intéressant. Et puis, de toute façon, il pouvait que apporter aux Pélicans vu la ligne arrière qu'ils ont et vu les remplaçants qu'ils ont, quoi. Et je trouve que c'est un bon choix pour eux. Et puis là, ils l'ont signé pour 2 ans pour pas cher, donc oui, voilà, pourquoi pas, quoi. Vu comment il joue pour l'instant, quoi. Non, mais puis c'est Jordan Crawford, quoi. C'est génial. Ouais, le mec, son dernier match, là, contre Minnesota, le mec rentre 21 minutes, il prend 13 shoots, il marque 22 points, il fait 0 passe. C'est génial. Il est génial. Il est génial, ce mec. Je suis fan de Jordan Crawford. Ah non, mais du coup, je partage ce top, mais il est absolument génial, ce mec. Limite, je sais pas si je me moque de lui ou si c'est réel, mais enfin, il est génial. Ouais, mais... Il est génial, Jordan Crawford. C'est le mec, enfin, ça fait 15 piges qu'on lui dit arrête de penser qu'à tirer, et il continue. Enfin, c'est absolument magnifique, Jordan Crawford. Surtout si je m'y amène dedans, ça va être compliqué de l'arrêter, là. Ah oui, il va prendre la confiance, et là, on finit. Après, le signer pour 2 ans, je sais pas si c'est l'idée du siècle. Je pense que son contrat doit être facilement... on peut le oui, il est garanti qu'un an, je crois. Et donc, c'est jusqu'à la fin de la saison et puis il a une option pour l'année prochaine. Parce que signer longtemps Jordan Crawford, c'est pas l'idée du siècle. Il y a une raison pour... Si le mec retourne souvent en Chine, c'est qu'il y a bien une raison, tu vois. Bah, c'est pour tirer. De toute façon, c'est pour avoir, des moyennes à je sais pas combien de points. Enfin, bref, du coup, je partage ce top et du coup, Tom, ton top. Alors mon premier top, parce que un peu comme Pierre, j'ai que des tops cette semaine. Alors mon premier top, encore une fois cette semaine, Rudy Gobert, messieurs. Par rapport à Joe Johnson, je crois que je te l'ai envoyé, Ben, cette stat. Alors Joe Johnson a joué 662 minutes au poste 4 cette saison pour le Jazz.
quand il est à côté de Gobert, il a un net rating de plus 13. Quand il y a quelqu'un d'autre à côté de lui, il a un net rating de moins 7,4. DPO. Draymond Green. D'ailleurs, j'ai pensé à une théorie, les mecs. Si on va pas donner le MVP à Kawhi, je serais dégoûté. Est-ce qu'on va pas lui donner le titre de défenseur de l'année pour le faire rentrer dans l'histoire en compensation? En compensation, mais ça fera une grosse compensation, ça fait 3 fois de suite du coup. Ouais, mais je mène la barque Kawhi MVP, donc. Kawhi MVP. Ouais. Hey, j'y crois les mecs. Pourquoi enfin bref, je m'écarte. Ouais, t'as Kawhi MVP, là, ça serait... là c'est la petite triplette. Moi, mais ça serait toi pour Kawhi, notre ami Pierrot pour Russ. Pour Russell, vraiment? Ah bon, j'avais pas remarqué. Mais après, ça serait le volet à Gobert. Après, on l'a déjà dit dans l'épisode sur Utah. J'invite ceux qui ne l'ont pas fait à aller l'écouter. Le mec est monstrueux. C'est la raison, c'est la principale raison qui explique que Utah soit là actuellement. Ouais, quatrième Utah. Hein. Alors que je le répète, ils sont bien en dessous dans pas mal de domaines de ce que j'avais imaginé, quoi. Mais ils sont quatrième. Alors que les mecs bricolent. Quoi. C'est du bricolage ce qu'ils font. Les mecs sont quatrième. Puis si les gens ne croient pas comment Gobert défend, s'ils pensent pas comme nous, regardez juste le match contre Oklahoma où il est pas là, et regardez la défense de Utah, et puis... 63 points en première mi-temps que les mecs encaissent. Westbrook fait que des passes lobées à l'intérieur, tout le monde se régale. C'était que de ça. Alors, bravo, franchement. Du coup, moi, vu que j'avais 2 tops, oui, j'ai 2 tops en plus. Je m'adapte maintenant. Tout le monde a des tops. Tout le monde a des tops. Mais oui, c'est génial. T'es bien optimiste, Ben. Pour la vie est un clip de Maroon 5. J'ai compris maintenant. Alors du coup, je vais 2 tops. Oui, il faut que je sois positif. Alors par contre, c'est un top, mais je défends ma confrérie. Hein. Dwight Howard a déclaré récemment, oui, Dwight Howard. Je vous traduis, je suis un Hall of Famer. Et là, ensuite, qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter? Je me suis dit, les gens ont peut-être du bon sens. Et qu'est-ce que j'ai vu sur Twitter? C'est un Hall of Famer, blablabla. Alors oui, les mecs, on va arrêter tout de suite les débats. Dwight Howard, vu ce qu'il rentre au Hall of Fame, c'est un Hall of Famer. Juste vite fait, 8 fois All-Star, 5 fois dans la première équipe All-NBA, 1 fois dans la deuxième, 2 fois dans la troisième, 3 fois défenseur de l'année. 3 fois défenseur de l'année. 4 fois dans la team All Defensive, je laisse la suite. Il est le meilleur joueur d'une équipe qui va en finale. Donc si ça va pas au Hall of Fame, il y a un paquet de mecs que je vais aller virer, moi. Donc Dwight Howard est un Hall of Famer. Et d'ailleurs, vous me l'avez dit, les mecs en off, on est tous d'accord. Mais du coup, moi, ça m'a amené, j'ai regardé pas mal des mecs actuellement plutôt vers la fin de leur carrière qui pourraient être aller vers le Hall of Fame. Alors lui, il est peut-être pas vers la fin de sa carrière, ce joueur-là, mais j'ai trouvé un joueur que ça va être fascinant après sa carrière. Est-ce que Derrick Rose est un Hall of Famer, les mecs? Depuis la création du Hall of Fame, les MVP sont tous Hall of Fame. Tous. Pour moi, non. Malheureusement. C'est à cause de ses blessures, mais pour moi, non. C'est pas possible. J'ai trouvé le cas de Derrick Rose fascinant. Je serais plutôt d'accord avec toi, mais pas faire entrer un MVP au Hall of Fame, ça va être difficile à vendre vu ce qui rentre. Après, c'est vrai que Derrick Rose, il a été immense que 1 ou 2 saisons. Mais c'est un MVP. Ouais, mais ça compte la longévité pour ce genre de trophée. Donc tu préfères faire, c'est pas une attaque, mais tu préfères faire rentrer des mecs qui ont été bons sur la longueur, qui ont une certaine longévité, que des mecs étincelants sur très peu d'années. Là, c'est plus que très peu d'années. Hein. On parle de quoi, 2 ans, 3 ans? Ouais. Après MVP, une saison à 60 victoires. J'hésite. Hein. J'essaye de faire l'avocat du diable, mais MVP, une saison à plus de 60 victoires. Oui, mais c'est une fois le Hall of Famer, c'est pour ça récompense la longévité, quoi. Ok, d'accord. Mais pour moi, c'est voilà, c'est. Non, mais je suis plutôt d'accord avec toi. Tu prends toute la carrière du mec, parce que là, parce que la carrière de Derrick Rose continue. Derrick Rose, il va faire plus d'années moyennes, visiblement, que d'excellentes années, quoi. Ouais. Je balance juste ça parce que je trouve que ça va être un bon débat et pas mettre un MVP Hall of Fame, ça va faire parler, forcément. Ça va faire parler. Mais je serais plutôt d'accord avec le fait de pas le mettre, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'après il y a un paquet de mecs, ça se pose même pas. Enfin, j'ai fait la liste après sans aller vers les joueurs trop jeunes encore, mais il y a un paquet de mecs qui y vont direct. Mais Derrick Rose, quand j'ai vu le nom de Derrick Rose, je me suis dit il y a des questions qui se posent, quoi, parce que ça va être chaud après. Il pourrait avoir un avantage, c'est que j'ai regardé, mais il sort dans des classes de draft
c'est pas forcément ouf. Hein. Enfin, 2007, il y a KD. Ok, 2007, il y a KD, mais au Hall of Fame, il y en a plusieurs qui rentrent à la fois. Et 2007, à part KD, personne qui va au Hall of Fame. 2006, après, c'est pas forcément grandiose non plus. Après, par contre, il y a les années 2005, 2004, 2003, là, c'est back full. Mais sur un malentendu, parce que c'est aussi beaucoup ça, le Fame, c'est si tu tombes sur une bonne année, tu peux rentrer. Mais bref, Derrick Rose, ok. Je voulais qu'on en parle. Moi, je suis pas trop. Je vois plus Westbrook rentrer au Hall of Fame que Derrick Rose. Merci. Autant Westbrook n'est pas MVP. Oui, je vois ce que tu veux dire. Harden n'est pas MVP. Moi, c'est plutôt pour le symbole, tu vois. On va regarder dans. Et je pense si je dois donner un avis, je pense qu'il va pas rentrer au Hall of Fame. Et si Derrick Rose ne va pas au Hall of Fame, quand les mecs dans 50 ans ils vont regarder la liste des MVP, ils vont voir Derrick Rose pas Hall of Famer, ils vont se dire mais c'est passé quoi là, enfin, tu vois l'impact juste pour le symbole. Mais ils iront sur la suite. Ils iront sur la suite de sa carrière. Non, non, je pense qu'ils balanceront surtout un tweet assassin sur Twitter de 2050. C'est n'importe quoi la NBA. Il y a 40 ans, c'était nul. Puis voilà. Et ben, je vais te laisser enchaîner, Pierre, par ton second top. Moi, mon second top, c'est Dario Saric, qui est depuis le All-Star Break et depuis le mois de février est monstrueux. Il est en train d'aller chercher ce titre de rookie de l'année qu'on savait pas trop à qui donner. Juste en mars, c'est 19,5 points, 7,3 rebonds, 4,3 passes. Avec Philly qui gagne des matchs même sans Jojo. Et il est bon, quoi. Il a des bons points. Et il a juste cassé le rookie wall, en fait, quoi. Il a fait l'inverse, lui. Donc je le trouve assez intéressant et j'ai hâte de voir l'avenir des Sixers parce que c'est en train de vraiment devenir intéressant. Rien à rajouter. Je suis déçu qu'on ne le donne pas à Joel Embiid, mais bon. Mais là, il a pas fait... C'est logique. Moi je serais pour lui donner, mais là ça fait trop d'absence. Non, il a trop peu joué, mais oui, je suis déçu du phénomène Jojo. Tu vois. Ça aurait été la cerise sur le gâteau qu'il ait le titre de rookie de l'année. Enfin bref, déçu. Je suis déception. J'ai rien à rajouter sur Saric d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, dans les joueurs qui font une belle partie, qui font une bonne deuxième partie de saison, Damian Lillard là, il est en fusion. Ah bah il a tué totale. Il a tué Atlanta sur un carton. J'ai jamais vu ça. C'était une mise à mort, un carton. Il les a tués. Puis voilà. Enfin puis le reste aussi parce que c'était n'importe quoi ce match. Le talent fait la différence. Incroyable Lillard. Ouais. Faudrait peut-être que c'est GM et enfin ça sort un peu les doigts d'où je pense parce que faut l'entourer le Gugus parce que c'est incroyable. Du coup Tom, je vais te laisser enchaîner. Alors mon deuxième top c'est pour une autre équipe NBA qui écoute le podcast en plus de John Wall, les Grizzlies. Les Grizzlies. On est suivi dans le milieu. On est suivi dans le milieu. Les Grizzlies qui m'ont entendu et qui ont recommencé à jouer comme ils savent le faire. Quand Chandler Parsons se blesse. Oh bah comme c'est étonnant. Bah le problème c'est qu'on est revenu à ce qu'on sait faire, donc du coup notre valeur plancher est bonne, mais notre valeur plafond n'est pas plus haute. Donc du coup on fait ce qu'on sait faire, on va se faire sortir tranquillement au premier tour. Mais il est content, Tom. C'est dire ça, tu vois. Et puis, OKC aussi. J'aime beaucoup ce que fait Westbrook récemment. Ok, bah, je vais te laisser enchaîner, Tom. Et ensuite, je n'ai pas oublié. Je vais faire ma liste des 6 ou 7 ailiers forts plus forts que Top 10. Non, mais top 10. c'est abusé. 6-7, c'est abusé. Je reconnais. Non, mais en fait, oui, il est top 10. Il est pas. J'ai la liste. Enfin, je me suis écrit la liste vite fait. Il est dans le top 10. Et donc voilà. Le troisième top, du coup. Désolé à nos amis du Magic. Quelle merveilleuse nouvelle. Rob Hennigan va peut-être se faire virer à la fin de la saison. Franchement, les mecs, gagnez la loterie, virez-le. Il y a que ça de bon pour vous. C'est dur, hein, mais d'un côté, il est fin nul. Mais ça se comprend. Enfin, après, c'est un move qu'ils auraient dû faire il y a 1 an. Parce qu'il était là. C'est lui qui a ramené Vaughn, déjà. Ouais. Non seulement je l'avais oublié. Non seulement je l'avais oublié, lui. Merci. Jacques Vaughn. Mais c'est le pire coach que j'ai vu en NBA durant la période où je regardais NBA. Il était. Il est fin nul. Il y a eu
Il y a eu le coach de Détroit aussi qui était pas... Tyrone Corbin aussi, hein. Faut pas Oh là là, sous-estimer Corbin. Tyrone. Ouh, Corbin. Est-ce qu'on va parler de Keith Smart? Et attends, on a mis le niveau très haut là. Tyrone Corbin. Et vous allez les chercher, les gars, quand même, par contre. Hein. Ah, Tyrone Corbin, je suis fan de lui. Il est exceptionnel. Je préfère pas m'en souvenir. Tyrone Corbin, le mec qui prétend vouloir faire jouer les jeunes alors qu'il met dans son 5 majeur Richard Jefferson. Il met dans son 5 majeur Richard Jefferson. Avec Marvin Williams, il joue avec Derek Favors en 5 et il envoie Gobert en D-League. On fait jouer les jeunes. C'est du génie. Mais c'est Tyrone Corbin, les mecs. N'essayez pas de comprendre, il est au-dessus de nous, Tyrone Corbin. Ah, je l'avais. Pas étonnant qu'il soit dans le staff des Suns. Pas étonnant qu'il retrouve un job aussi, parce que tu peux être le pire des charlots en NBA et tu retrouves toujours un job. C'est génial. Bah, dans 10 ans, tu verras Billy King. Hein. Quelqu'un va leur sortir, Billy King. Hein. Attends, mais le Magic est capable d'aller chercher Billy King sur un malentendu, là. Ouais. Tom, attends de voir qui reprenne la place, Tom, quand même. Ouais, parce que j'ai appris que dans ces histoires de staff, faut pas être positif trop tôt, en fait. Enfin, si tu commences à te satisfaire d'un mec viré, ils vont te retrouver un plus nul encore. Oh, t'inquiète, tu verras, ils vont prendre un président GM, un truc comme ça. Ils vont prendre un mec ou un mec du MIT, c'est la mode. Ouais, pourquoi pas. Why not, enfin, ça peut pas être pire. Hein. C'est un peu comme les Wizards quand ils ont viré Andy Whitman, ça peut pas être pire. Et que les fans de Washington, après 12 matchs, avaient envie de virer de Scott Brooks. Ça, c'est exceptionnel. Je m'en mets toujours pas de ça, mais bon. La preuve, c'est que quelques mois après, il fallait pas le virer. Sinon, moi, j'ai un flop. Oui, je suis obligé de donner un flop, forcément, c'est moi. J'y ai pensé là à l'instant en parcourant le site. C'est Dennis Smith. Alors, junior, j'ai fait sa fiche sur un prospect vis-à-vis de la draft. J'avais entendu beaucoup de choses positives sur lui. Je l'ai vu jouer. J'ai rarement été aussi déçu de voir un mec jouer. Je le trouve pas intéressant. Je le trouve. Enfin. Je suis désolé, mais on me l'a vendu comme un futur gros meneur. Je le regarde. Ok, il est athlétique, mais il est petit. il est hyper petit pour être un combo. Hein. Il est pas très très long. Hein. Il shoot mal. Il défend. Alors j'ai vraiment vu un mec qui n'a rien à faire en défense. C'est un piètre passeur. Enfin, je suis hyper déçu. Alors je vois le potentiel parce que c'est un monstre athlétique, donc il peut se développer. Mais pour l'instant, de ce que je vois du top 10, c'est le mec en qui j'ai le moins de confiance en fait. D'ailleurs, il descend là. Ah bah c'est pas étonnant parce que si c'est, enfin, je sais pas d'où elle s'est créée là et puis j'ai peut-être vu les mauvais matchs mais j'étais hyper déçu. C'est la première fois que je suis à ce point déçu d'un mec qu'on me vend top 5. Hein. Moi j'ai eu l'occasion de regarder un ou deux matchs de lui, mais dans l'attitude, dans sa façon de jouer, il m'a rappelé un petit peu. C'est bizarre, hein, il m'a rappelé un petit peu un jeune Deron Williams. Ah bah alors dans l'attitude. Moi c'est ce qui m'a rappelé. Hein, moi c'est ce qui m'a rappelé quand je l'ai vu jouer. Moi il me fait penser à soit un Eric Bledsoe peut-être plus doué dans la pénétration mais sans shoot et fin nul en défense, ou alors un Marcus Smart Marcus Smart mais sans les talents de défense avec un peu plus de shoot parce que moi ça serait gênant. Peut-être un peu plus passeur, mais tu vois, mais c'est pas des bonnes comparaisons là que je suis en train de donner, tu vois. Non. Grosse déception, enfin, on va pas parler trop de draft, et d'ailleurs, je vous réinvite à vous abonner sur la chaîne YouTube pour avoir les résumés de la March Madness, mais hyper déçu, quoi. Dennis Smith, je vous annonce, quand on va sûrement faire ça, on tease, mais on va peut-être faire un autre podcast mock draft. J'y toucherai pas, moi, à part s'il descend très bas, mais grosse déception vis-à-vis de ce joueur. Du coup, je pense qu'on va conclure. Ou t'as un quatrième top, Tom? Ou non, c'est bon. Non, qui va tomber. Moi, j'en ai peut-être un quatrième, mais bon, non, je vais pas en parler. Vu qu'il faut pas trop parler d'IA, à la sens. Non, mais vas-y, Tom, vas-y. J'en suis sûr qu'il va. Le match de Xavier contre FSU ce week-end, ils ont sorti Jonathan Isaac et Dwayne Bacon avec une zone 2-3 là. Très propre, et puis ils ont enquillé à 3 points, quoi. Les gars, à la moitié de la deuxième mi-temps, ils étaient à 9 sur 13, je crois, à 3 points, quoi. Ils ont totalement démonté la défense. Je trouve que ouais, puis la zone, elle a bien cramé Bacon, hein, je trouve. Ah ouais, Bacon, oula. Pas mal. T'es fier en plus. Je suis trop fier, ça fait 30 secondes que je veux la sortir.
Bacon, c'était Ed DeRozan. Il s'est grillé sur la zone, c'est clair. Bon, je remets une couche. Non, mais j'étais pas trop fan de Bacon au début. Il a progressé cette année, mais je suis pas trop fan du joueur. Mais moi, par contre, c'est Isaac. J'ai pas encore étudié le joueur. Il me fascine. J'ai trop envie d'aller le voir jouer, lui. Lui, il me donne envie d'aller l'étudier. Hein. Mais Dennis Smith, j'annonce. Après, on pourra peut-être. Je vais peut-être me tromper parce que c'est un peu la loterie. On se trompe souvent sur les prospects. Et tu vas faire la fiche de Lonzo ou pas alors aussi? Bah non, je vais demander à Lavar, je vais l'appeler. Oui, mais c'est ça, parce que là, il faut que tu appelles le père avant et tout, quoi. Il va me procès, il va dire non, mais moi, à 5 ans, j'étais un meilleur rédacteur que toi et tout. Mes fils, ils sont meilleurs que toi. Oh là là, je prends beaucoup de risques. Du lieu de ces 2.2 en carrière ainsi. Ouais, c'est ça. Qui tapait Michael Jordan en 1 contre 1, tu sais. D'ailleurs, pour une fois que Charles Barkley l'ouvre et qu'il dit un truc intelligent, j'ai envie que Barkley il aille le ratatiner en 1 contre 1 et qu'on n'entende plus parler de ce mec-là. Enfin... Après, Barkley, vu comment il a dû grossir actuellement, je suis pas sûr que ce soit le même joueur qu'avant, quoi. Même lui, il a dit je suis gros et tout, mais il n'y a pas un mec qui tourne à 2 points en universitaire, il me tape pas, quoi. Et je pense qu'il a même raison, tu vois. Enfin... 2.2, les mecs. Un peu de respect pour Lavar Ball. 2.2. 2.2, bref. Lavar Ball. Ah, c'est un des sujets. Il y avait un montage sur lui avec le truc de Chamberlain, là, avec 2.2. Ah, ça m'a tué, ça. Ah non, mais Lavar Ball, bref. C'est incroyable qu'un mec qu'on connaissait pas il y a 5-6 mois, ça devienne une telle attraction et que tout le monde... On s'accorde. Il a réussi son coup, hein. Il a réussi son coup. Tous pour dire qu'il est insupportable, quoi, et qu'on a envie de le... Et John Wall, il a déjà donné rendez-vous à Lonzo. Hein. Bon, John Wall, il parle souvent, mais il lui a déjà donné rendez-vous. Je pense qu'il y en a pas mal qui vont vouloir l'exploser quand il arrivera en NBA, l'ami Lonzo. Hein, donc, ça va le former, t'inquiète. Ah oui. C'est pas plus mal pour lui d'avoir une cible sur le dos. Hein. Je sais pas, dans le développement, c'est chaud hein, pour un mec de 19 ans que les meneurs, les vétérans NBA viennent pour te casser la tête. Bah, tu sais que si tu survis à ça, bah après t'es nickel, t'es tranquille. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et puis la courbe va s'inverser. Hein. Ils vieillissent, hein, les vétérans quand tu arrives drafté. Ah oui, mais je pense que là, c'est un son. Enfin, tout le monde en a marre, quoi. Même sans être vétéran, quoi. Je pense que tout le monde se dit. C'est pas de la faute du mec. Ouais, mais du coup, tu veux le taper. Enfin, vu que tu peux pas affronter son père, c'est lui que tu vas vouloir massacrer sur le terrain. Du coup, je pense qu'on va conclure. J'essaye de conclure depuis plusieurs fois, mais je pense qu'après la blague sur le bacon, t'aurais dû arrêter là. J'aurais dû arrêter là, ouais. J'aurais dû mettre le jingle à ce moment-là. Bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner sur YouTube, il y aura du contenu, peut-être un numéro de Dunk & Roast, je dis rien. Balancez vos candidatures, on ne sait pas. Je vous conseille peut-être de balancer vos candidatures dans les prochains jours. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Puis bon, bah, on vous souhaite une bonne semaine de NBA et puis salut à tous. Salut.